Notre cinquième chapitre consiste à étudier la segmentation. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir la transformation de l'œuf en une structure pluricellulaire, les molécules intervenant dans la segmentation, les interactions et les affinités cellulaires, et enfin la régulation de la segmentation. Alors, premièrement, la transformation de l'œuf en une structure pluricellulaire. Alors, la segmentation a lieu au cours de la migration tubaire, c'est-à-dire le déplacement de la cellule fécondée, de l'œuf fécondé, dans les trompes de Fallope, depuis l'ampoule, le siège de la fécondation, jusqu'à la cavité utérine, le siège de la nidation. Alors, cette migration tubaire, elle dure une semaine, donc elle correspond à la première semaine de développement embryonnaire. Elle commence dès la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des spermatozoïdes et la pénétration d'un seul spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte, et elle se termine par l'anidation, c'est-à-dire la fixation de l'embryon au niveau de l'endomètre de l'utérus, ou bien au niveau de la muqueuse utérine. La segmentation a lieu au cours de la migration tubaire, c'est-à-dire du transit de cellules œufs depuis l'ampoule tubaire, siège de la fécondation, jusqu'à la cavité utérine où s'effectuera l'anidation. Cette période, elle est appelée pré-implantatoire. C'est la période pré-implantatoire qui correspond exactement à la première semaine de développement. Alors, la segmentation consiste en une série de divisions mitotiques. Elle est de type mitotique, morcelant l'œuf en des cellules de plus en plus petites appelées les blastomères. Alors, voilà ici, ça c'est le stade de 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules et 64 cellules. Alors, cette segmentation, elle va aboutir à la formation d'un blastocyste dans lequel les cellules à l'origine du futur placenta se distinguent déjà des cellules embryonnaires. C'est-à-dire que le trophoblaste, il se distingue déjà, voilà, ça c'est le trophoblaste, il se distingue déjà du bouton embryonnaire, ça c'est le bouton embryonnaire. Alors le trophoblaste, ce sont des cellules aplaties qui vont se positionner au niveau de la périphérie de l'embryon. Je reviens en arrière. Alors, la formation de la morula, les premières divisions donnent des blastomères d'abord 2, puis 4, etc., de forme sphérique et de taille identique, dont la surface, comme celle de l'œuf, est hérissée de microvillosités. À partir d'une douzaine de blastomères, la cellule œuf prend la forme d'une petite mûre appelée la morula, dans laquelle les cellules sont seulement juxtaposées, indépendantes les unes des autres, et la rupture de la zone pellucide les disperserait. Alors, au niveau de la morula, nous avons des cellules juxtaposées. Je vais avancer un petit peu. Nous avons des cellules juxtaposées, voilà, ça c'est la morula. Les cellules de la morula sont des cellules juxtaposées. Si on déchire la zone pellucide, ces cellules-là vont se disperser, elles vont se détacher. Par contre, après le déroulement d'un phénomène qui est appelé la compaction de la morula, ces cellules juxtaposées vont être liées. C'est ce qu'on va le voir par la suite. Alors, la taille de la morula, elle est identique à celle de l'œuf, c'est-à-dire elle est environ 110 micromètres de diamètre. Le blastocyste, par la suite, il va y avoir ce qu'on appelle la formation d'une cavité qui est le blastocèle à l'intérieur de ce blastocyste. Alors, la cavitation de la morula et apparition du blastocyste. Dès que la morula a une trentaine de blastomères, il apparaît des lacunes intercellulaires. Voilà, ce sont des lacunes intercellulaires qui fusionnent ensuite en une cavité unique de plus en plus volumineuse. Alors, ces lacunes intercellulaires vont se fusionner pour donner la cavité blastocystique, ce qu'on appelle le blastocèle. Le contenu de cette cavité
provient de l'extérieur grâce à l'activité sodium-potassium ATPase, dont sont dotés les micromères et qui entraînent un courant d'ion sodium et donc un flux liquidien par action osmotique vers cette cavité. L'eau que contient cette cavité, il vient de l'extérieur grâce à la fonction sodium-potassium ATPase. Alors ce liquide, il va permettre à la cavité d'augmenter la taille de blastocyste. De ce fait, le diamètre, il va passer de 110 micromètres à environ 200 micromètres, ce qui va aboutir à la déchirure de la zone pellucide et la sortie du blastocyste de sa membrane de fécondation ou bien de sa zone pellucide. Alors la cellule œuf devient alors un blastocyste ou bien blastula avec une couche périphérique de cellules aplaties formant le trophoblaste. Alors voilà, le blastocyste, il contient une couche périphérique, voilà, qui est le trophoblaste. Ce sont des cellules aplaties, plus un bouton embryonnaire à l'intérieur. Et bien sûr, la zone pellucide, c'est la zone la plus externe. Alors la cavité, la cavité blastocystique ou blastocèle est un groupe de cellules sphériques appendues au trophoblaste formant l'embryoplaste ou bien le bouton embryonnaire. Ça, c'est le bouton embryonnaire. Encore appelé la masse cellulaire interne. À la fin de la segmentation, le blastocyste subit une expansion de sa cavité qui amène son diamètre à 200 micromètres. Donc, le diamètre du blastocyste va passer de 110 micromètres jusqu'à 200 micromètres. Cette augmentation de diamètre va permettre la déchirure de la zone pellucide et la sortie du blastocyste de sa zone pellucide pour qu'il puisse s'accoler à la muqueuse utérine pour poursuivre son développement. Il apparaît un orifice par lequel le blastocyste sort et en se déformant. Alors voilà, ça c'est une observation au microscope électronique à balayage d'un blastocyste qui va sortir de sa zone pellucide. Alors la sortie du blastocyste de sa zone pellucide, elle s'effectue grâce à une déformation du blastocyste. Voilà. La zone pellucide, elle va se déchirer. Le blastocyste, il va sortir. Maintenant, quelles sont les molécules qui interviennent dans la segmentation? Alors, les molécules qui interviennent dans la segmentation, ce sont des molécules d'adhésion cellulaire, ou bien cell adhesion molecules. Quelles sont ces molécules-là? Ce sont les molécules qui permettent aux cellules de la morula de se lier fortement afin qu'il n'y ait pas une dispersion de cellules après la sortie du blastocyste de sa zone pellucide. Lorsqu'il y a une vingtaine de blastomères, ceux-ci deviennent solidaires et leur forme sphérique disparaît. Alors, vous voyez très clairement ici que les cellules de la morula sont juxtaposées, elles ont une forme sphérique. À la fin de la segmentation, ou bien après un certain stade de segmentation, ces cellules-là vont devenir ou bien vont se transformer en un amas cellulaire plus compact. Voilà. Les cellules sont bien adhérées, elles sont bien liées et leur forme sphérique, elle, disparaît. Cette compaction met en jeu des protéines membranaires impliquées dans les modifications de la forme cellulaire. Alors voilà, la cellule avant la compaction, elle est de forme sphérique. Après la compaction, elle va perdre sa forme sphérique grâce à la présence d'un nombre de molécules qui sont les cell adhesion molecules. Cet ensemble de molécules sont l'ankyline, la vinculine, la foldine, la connexine et la cadérine ou bien l'uvomoruline. Alors cet ensemble de molécules va permettre la compaction de la morula, la liaison compacte entre chaque cellule et sa voisine, et au fur et à mesure qu'il y a cette compaction, il va y avoir mise en place de certaines jonctions ou bien de certaines liaisons
cellulaire. À mesure que les cellules se divisent, on distingue deux régions différentes eu égard au contact cellulaire. Alors, dans l'hémisphère animal, les cellules de petite taille micromères restent jointives et fortement adhérentes grâce à des jonctions cellulaires. L'espace entre deux cellules contiguës mesure habituellement 15 à 40 nanomètres. Des jonctions vont permettre de renforcer la cohésion entre les cellules. Ce sont les jonctions serrées ou tight junction qui assurent la cohésion des cellules épithéliales et l'étanchéité aux molécules, même de petite taille. Les jonctions d'ancrage, anchoring junctions, qui attachent les cellules entre elles ou à la matrice extracellulaire par le cytosquelette, et les hémidesmosomes formés par les intégrines sont impliqués dans les interactions cellules-matrices, notamment dans le cas des membranes basales. Enfin, ce sont également les jonctions communicantes ou bien gap junction qui mettent en communication deux cellules adjacentes. Les cellules ainsi connectées peuvent s'échanger des molécules de petite taille allant jusqu'à 10 000 daltons et des ions. Toutes ces structures se mettent progressivement en place dès le début de l'embryogenèse, notamment dès le début de la période de clivage. Maintenant, quelles sont les interactions et les affinités cellulaires qui existent chez un blastocyste au cours de l'embryogenèse? Les tissus se reconnaissent ou s'excluent. Ces comportements cellulaires sont associés à des propriétés de la membrane cellulaire et à des différences d'adhésion. Alors, chez un embryon, les cellules qui vont avoir le même devenir dans le futur vont se reconnaître par affinité. C'est ce qu'on appelle l'affinité cellulaire. Cette affinité cellulaire, elle va permettre à des cellules qui vont par exemple former l'ectoderme de se reconnaître et de se regrouper. Elles vont permettre aux cellules qui vont former par exemple l'endoderme de se regrouper, de se reconnaître et de se reconnaître et de se regrouper, et aux cellules qui vont former le mésoderme de se reconnaître et de se regrouper. Cette affinité cellulaire, elle existe depuis le début de la formation de l'embryon, bien du développement embryonnaire. Alors cette affinité, elle a été mise en évidence grâce à un savant dans les années 50 qui est appelé Holtfetter. Ce savant-là, il a démontré la reconnaissance cellulaire en recombinant des tissus embryonnaires chez les amphibiens à partir du stade blastula. Alors, dans un premier temps, Holtfetter a dissocié les cellules ou bien les tissus à l'aide de milieux de culture dépourvus de calcium et de magnésium. Le calcium et le magnésium, ce sont des ions très indispensables pour la liaison cellulaire. Lorsque le milieu il est dépourvu de ces deux ions, donc les cellules vont se disperser. En quelques 20 à 30 minutes, les cellules se séparent et roulent sur le fond de la boîte de Petri. Dans un deuxième temps, il prend des cellules dissociées provenant de tissus embryonnaires différents et les mélange dans une autre boîte de Petri avec du milieu contenant du calcium et du magnésium. Il effectue ainsi un grand nombre de recombinaisons parmi lesquelles on retiendra épiderme plus mésoderme, mésoderme plus endoderme, épiderme plus mésoderme plus endoderme. Dans tous les cas, les cellules se reconnaissent en fonction de leur origine. Au cours de la réassociation, on observe des cellules se regrouper par affinité, puis les tissus qui se reforment se ségrègent et s'organisent dans une configuration spatiale conforme à leur disposition dans l'organisme. Alors, par exemple, dans le premier cas, les cellules du mésoderme se regroupent, se différencient en vésicules dans lesquelles on peut reconnaître les cellules de type sanguin. Quelques cellules musculaires sont formées, alors que les cellules de l'épiderme forment un épithélium cilié qui recouvre l'ensemble semblable à de l'épiderme embryonnaire. Il en va de même lors de la recombinaison entre cellules mésodermiques et endodermiques où la nature épithéliale de l'endoderme la force à entamer les différenciations mésodermiques. Enfin, si l'on mélange l'épiderme, le mésoderme et l'endoderme, on assiste au regroupement qualitatif des cellules. Les tissus s'organisent alors conformément à leur disposition relative. L'épiderme entoure l'ensemble formé par le mésoderme et l'endoderme interne. Ainsi, l'ordre des tissus embryonnaires est respecté. L'épiderme externe, l'endoderme interne et le mésoderme en position intermédiaire.
Alors toutes ces recombinaisons, elles étaient effectuées grâce à l'affinité qui existe entre les cellules. Chaque cellule avec une autre qui vont avoir le même devenir, elles vont se réunir, elles vont se reconnaître, se réunir pour former un feuillet embryonnaire. La première, ou bien le premier feuillet le plus externe, c'est l'ectoderme. Le deuxième feuillet qui est le feuillet moyen, qui est le mésoderme, et l'endoderme. Alors chez les espèces triploblastiques, l'ectoderme ne peut jamais être en contact avec l'endoderme, sauf dans quelques régions, qui est la membrane cloacale et la membrane pharyngiale. Par contre, chez les espèces diploplastiques, l'ectoderme peut être en position ou bien peut être en contact direct avec l'endoderme. Alors là, on parle d'une espèce triploblastique. L'ectoderme, il a été positionné à l'extérieur de l'ensemble des cellules. Il a entouré le mésoderme et l'endoderme, il a été le feuillet le plus interne. Passons maintenant à la régulation de la segmentation. Le rythme des premières divisions est d'une vingtaine d'heures, puis il se raccourcit pour passer à une quinzaine d'heures. Elles sont théoriquement synchrones au début de la segmentation. Alors, vous savez très bien que l'embryon, lors de sa segmentation, lors des premiers stades de segmentation, les divisions, elles sont synchrones. C'est-à-dire que l'embryon, il va se diviser en 2 cellules, ensuite 4, ensuite 8, ensuite 16, 32, 64, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait parfois des stades fugaces de 3 cellules, de 5 cellules, 6 ou 7. C'est-à-dire que dans les premiers stades de segmentation, ces stades fugaces, d'où ils viennent, le fait que la cellule œuf, elle se divise en 2. La première cellule, elle va se diviser en 2. La deuxième cellule, normalement, elle se divise en 2 pour passer au stade 4 cellules. Mais dans les stades fugaces, la première cellule, elle se divise en 2. La deuxième cellule, elle ne se divise pas. Alors là, il va y avoir un problème. On est devant un stade de 3 cellules. Pour corriger cette erreur, la cellule qui ne s'est pas divisée, elle doit ou bien se diviser, ou bien les cellules en surplus, elles vont mourir. C'est-à-dire, il va y avoir apoptose d'une cellule, on revient au stade de 2 cellules et on recommence la division. 2 cellules, 4 cellules, etc. La même chose si on est devant un stade de 7 cellules. Alors, au lieu qu'il y ait 8 cellules, on va avoir 7 cellules. Pour cela, la cellule qui ne s'est pas divisée, elle va se diviser, ou bien 2 cellules vont mourir, ou bien 3 cellules vont mourir, on revient au stade 4 cellules, ensuite il va y avoir une correction par une division synchrone pour corriger l'erreur. À partir du stade morula avancé, il n'y a plus de synchronisme. Alors les premiers stades de segmentation, ils sont synchrones. À partir du stade morula avancé, le synchronisme disparaît. Les micromères et les cellules trophoblastiques qui en dérivent se divisant plus vite que les macromères et les cellules de l'embryoblaste. L'apoptose touche aussi certaines cellules, et ce d'autant plus que la segmentation avance. Les premiers cycles cellulaires de la segmentation diffèrent de ceux des cellules somatiques ultérieures. Ils sont biphasiques, avec seulement une phase S et une phase M. Ils sont régulés par une protéine ubiquitaire, le Mitosis Promoting Factor, ou bien MPF, active pendant la phase M et inactive pendant la phase S. Alors là, je vous invite de regarder la vidéo concernant le cycle cellulaire pour mieux comprendre cette diapositive. Ce Mitosis Promoting Factor, cette protéine-là, a 2 sous-unités. La plus petite unité est une protéine kinase qui a comme cible l'histone intervenant dans la condensation des chromosomes, les laminines de l'enveloppe nucléaire, rupture de cette enveloppe, et la myosine cytoplasmique ATPase engagée dans le fonctionnement des filaments d'actine du cytosquelette. La plus grosse protéine, ou bien la plus grosse sous-unité de cette protéine est une cycline, dont la concentration oscille périodiquement. Elle s'accumule pendant la phase S et elle est dégradée pendant la phase M. C'est elle qui active la petite sous-unité. Et je vous remercie pour votre attention.